l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Je reçois Audrey Ferron-Parère. Allô, Audrey. Bonjour Isabelle. Donc, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Oui, alors je m'appelle Audrey, je suis professeure de droit à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Je suis spécialisée en droit de la personne, en droit de la santé. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement aux droits reproductifs des femmes. J'ai envie de t'inviter là, pour qu'on discute là, des droits de la santé des femmes, principalement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'actualités là, entourant ces sujets-là dans les dernières années, entre autres aux États-Unis, au Canada, plus récemment au Québec. Donc, on va faire un peu le tour de la question aussi ensemble, puis voir un peu qu'est-ce que nos femmes ont en matière de droit de la santé actuellement. Donc, si on fait un petit contexte, là, il y a eu quand même, c'est ça, les projets de loi 1, il y a d'autres projets de loi plus au niveau du Canada. Il y a eu Roe versus Wade aux États-Unis dans les dernières années. Donc, pour commencer, là, j'aimerais que tu expliques c'est quoi le consentement libre et éclairé parce que je pense que c'est vraiment à la base là, des droits de la santé de la femme. Oui, c'est effectivement la base, mais c'est la base de tous les soins qu'on reçoit. Puis c'est souvent particulièrement vrai quand on est dans un contexte de soins intimes, hein, quand on va chez le gynéco ou qu'on est en suivi de grossesse, c'est des soins qui viennent toucher à des parties très intimes de notre corps et donc le consentement est doublement important. Donc le consentement libre éclairé, il y a 3 composantes principales. La première, c'est qu'il faut que la personne qui va donner son consentement soit apte à consentir. Autrement dit, qu'elle a les facultés mentales, cognitives au moment où elle doit consentir pour comprendre ce qui lui arrive, comprendre l'information qu'on va lui donner, qu'elle est capable euh, de donner son opinion. Que ce soit un refus ou une approbation, mais que ce soit fait en connaissance de cause. Donc ça, c'est l'aptitude de la personne. Les 2 autres éléments, ça va être le fait que le consentement est libre et le fait que le consentement est éclairé. Quand le consentement est libre, ce qu'on veut dire, c'est que la personne ne fait pas l'objet de menaces, de coercition, de contrôle, qu'elle n'a pas subi de violence dans le but qu'elle consente à recevoir le soin. Ça, on va souvent l'apprécier d'un point de vue du contrôle qui pourrait ou de la coercion qui pourrait être fait soit par le personnel soignant, mais ça peut aussi venir de pression extérieure. Ça peut être, par exemple, la famille, le conjoint, les enfants, les parents, etc. Donc, la liberté de consentir, elle s'interprète dans un contexte large où c'est pas juste, par exemple, le médecin versus la patiente, mais c'est plus le contexte global de la personne qui va nous intéresser. Et le caractère éclairé du consentement, c'est le fait d'avoir reçu les informations qui sont nécessaires à ce qu'on puisse consentir ou refuser en connaissance de cause. Fait que ce qu'on va rentrer là-dedans, c'est généralement, est-ce que je sais pourquoi j'ai besoin de prendre une décision? Donc, est-ce que je connais le diagnostic ou le diagnostic qu'on veut aller chercher en faisant un test, par exemple? Donc, le contexte dans lequel le soin va s'inscrire. Le soin, qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement? C'est quoi sa nature? Hem, est-ce que c'est très invasif? Est-ce que c'est peu invasif? Est-ce que c'est de prendre une molécule, de subir une chirurgie, d'avoir une piqûre, et cetera? Donc vraiment la nature là, technique du soin. C'est quoi les bénéfices qu'on va rechercher avec ce soin-là? C'est quoi les risques qui sont associés aux soins? Et ce qu'on va appeler les alternatives thérapeutiques. Donc, si j'ai pas ce soin-là, est-ce que j'ai d'autres possibilités? Donc, si par exemple, on parle de contraception, pour donner un exemple où on sait qu'il y a plusieurs possibilités, ben, si on parle de la pilule, normalement, le médecin devrait aussi aborder le fait qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a le stérilet qui existe, qu'il y a le dépôt-provera, qu'il y a, euh, à la limite, l'abstinence. Bref, on devrait aborder les différentes possibilités avec les enjeux qui sont rattachés à chacune de ces possibilités-là. C'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse? Donc, c'est quoi les risques et les bénéfices? En droit, ce qu'on va dire, c'est que le médecin n'est pas obligé de divulguer tous les risques connus parce que ça serait un peu intense. Ça ferait reposer sur le médecin une obligation euh, assez importante, puis je suis pas sûre non plus que la patiente veut connaître tout dans les moindres détails. Fait qu'on va appeler ça les risques matériels. Ce que ça veut dire, c'est des risques qui sont fréquents. Tu sais, c'est fréquent qu'en prenant tel type de médicament, vous ressentiez une légère nausée ou que vous ayez
peut-être mal à la tête. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle des risques fréquents qui peuvent ne pas être graves, qui peuvent être assez bénins ou anodins, mais qui vont se présenter relativement souvent. Et l'autre type de risque qui rentre dans ce qu'on appelle les risques matériels, c'est les risques qui sont graves. Alors, ils peuvent ne pas être fréquents, pas arriver souvent, mais ils ont une incidence vraiment grave pour la personne. Fait que tout ce qui est perte d'un membre, évidemment la mort, tout ce qui risque de mort va rentrer là-dedans. Risque de perte d'un organe, quadraplégie, paraplégie, etc. Tout ça va rentrer dans ce qu'on va appeler les risques graves. Et ça, même si le risque il est tout petit, il faut quand même que ce soit divulgué. En plein de médicaments, là, la mort apparaît là-dedans, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on parle pas souvent de ça. Est-ce que Ouais. théoriquement, tu sais, avec ce que j'entends de ce que tu dis, ça devrait toujours être quand même mentionné? Ben, il y a 2 choses là-dedans. Il y a, parce que souvent ça on va voir ça, si on s'intéresse à, tu sais, le petit papier là, super mince qui accompagne les médicaments qu'on prend souvent là, que personne lit, mais que moi, par exemple, je m'amuse à lire. Souvent, il y a plein d'affaires là-dedans. Ça fait que des fois, dans ces risques-là, il y a des risques qui n'ont jamais été documentés dans la littérature, mais le fabricant, par souci de préserver sa responsabilité potentielle, préfère dire, tu sais, bref, on ne sait pas, ça pourrait peut-être arriver, même si ça a pas, si ça a jamais été documenté puis c'est jamais arrivé. Fait que ça, d'un point de vue de responsabilité du fabricant du médicament versus la responsabilité du médecin, ils n'ont pas exactement le même type de responsabilité. Puis souvent, les fabricants, dans ce qu'ils vont mettre dans les notices des médicaments, ils vont en mettre, ils vont en beurrer épais en bon québécois, alors que le médecin, lui, il n'est pas tenu de dire tout ce qu'il va retrouver dans la notice du médicament. Il est tenu de dire qu'est-ce que dans la littérature on sait qui peut arriver. Si ça n'a jamais été documenté, ben oui, on peut tous mourir un jour de quelque chose quelque part. Fait que ça rentrera pas là-dedans. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression que le médecin nous a pas tout dit parce qu'on a vu des choses dans la notice du médicament qui a pas été mentionné. Ça veut pas dire que c'est le médecin a fait une erreur. Ça veut juste dire que les obligations sont pas tout à fait les mêmes entre le fabricant du médicament, qui veut vraiment se protéger légalement, puis le médecin qui est là pour fournir un soin et donc son obligation est un peu moindre, si on veut. Sauf qu'en même temps, ça vient un peu affecter l'alliance thérapeutique parce que moi aussi, je suis le genre de personne qui m'amuse à lire ça. Puis, tu sais, par exemple, là, j'ai déjà eu des traitements de fertilité, il fallait que je m'injecte un médicament. Fait que là, j'ai lu le pamphlet, puis là, ça disait, tu sais, plein d'affaires épouvantables, là, Mhm. dont la mort. Puis là, je me disais, Ouais, est-ce que c'est parce qu'on m'a pas bien informée, puis j'ai pas vraiment eu un consentement libre et éclairé? Fait que, tu sais, on dirait que là, je remettais en doute ma décision. Tu comprends? Fait que c'est comme si ça ouais, biaisait un peu le jugement ou la décision finale de la personne ouais, je qui comprends. consomme la molécule. Mhm. Mais ça, souvent, quand ça arrive, la meilleure façon d'approcher ça, c'est généralement de poser la question. Si, par exemple, on prend de la progestérone, dans les petits papiers minces de la progestérone, il y a souvent, on va référer à une étude qui a été faite aux États-Unis sur les hormones. Euh, mais cette étude-là qui a documenté un paquet de risques associés à ça, cette étude-là a été contredite depuis. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles données qui démontrent que, par exemple, on avait inclus des patientes dans cette étude-là qui n'auraient pas dû être incluses parce qu'elles avaient des facteurs de risque ou elles avaient des critères qui faisaient en sorte que c'était pas pertinent pour l'étude des effets de l'hormonothérapie de les inclure. Mais la notice, là, elle réfère encore à cette étude-là Ouais, comme si c'était ça le standard des données probantes ouais. en ce moment, alors que ça ne l'est pas. Fait que si on tombe là-dessus puis qu'on a des questions, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est de poser la question à notre professionnel de la santé. Dire, hey, ça dit là-dedans que je suis à risque de mourir parce que je prends de la progestérone puis vous m'avez jamais dit ça. Puis lui, normalement, lui ou elle, son travail, c'est d'être capable de nuancer ça puis de dire, ben oui, à l'époque, dans les années 90, on avait fait une recherche, puis là, depuis, on a des nouvelles données qui démontrent que, mais les fabricants n'ont pas encore ajusté leurs informations par rapport à ça. Fait que si ça soulève des questions, si ça suscite des interrogations ou des inquiétudes, la meilleure stratégie, c'est généralement d'en discuter pour voir, y a-t-il une nuance qui m'échappe? Y a-t-il quelque chose que
entre la pratique du médecin puis ce que le fabricant écrit? Y a-t-il quelque chose qui manque comme information pour bien comprendre? Ton exemple de la progestérone, il est super bon là, parce que là, on a des nouvelles études, on a plein de données qui nous disent que finalement, c'est plus vrai ce qui est écrit dans la Mhm. notice. Donc, c'est qui a l'obligation ou tu sais, c'est qui légifère ces notices-là? Pourquoi qu'ils l'enlèvent tout simplement pas? Parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion qui entoure ça, entre autres pour l'hormonothérapie. Oui, ça, c'est légiféré au niveau de Santé Canada. Donc, tout ce qui est quand un médicament est autorisé à entrer sur le marché canadien, c'est Santé Canada qui est l'organe régulateur qui va recevoir les demandes des fabricants, qui va évaluer si la molécule, elle est sécuritaire, puis si elle est efficace à régler un problème X ou Y. Euh, Puis effectivement, ben, c'est comme tout processus, réglementaire, ben, il y a, j c'est pas qu'il y a des trous, mais c'est qu'ils peuvent pas tout voir tout le temps. Tu sais, il y a pas des personnes qui sont, pour qui le travail est de tout vérifier à tout moment. De la progestérone, ça c'est sur le marché depuis des années. Donc souvent, il va y avoir un processus très rigoureux quand il y a une nouvelle molécule qui débarque. Là, on va vraiment vouloir s'intéresser à qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et cetera. Mais une fois qu'elle est sur le marché, là, le processus de vérification en continu, il est plus souple. Puis c'est ce qui peut faire que des fois, on va avoir des informations dans les notices qui sont plus tout à fait à jour par rapport à l'état des connaissances. L'autre chose aussi, c'est que les fabricants, ils ont une certaine marge de manœuvre dans ce qu'ils vont décider de mettre ou pas dans leur notice. Puis il faut penser que pour eux, c'est une forme de protection légale en disant attention, mon médicament peut causer ça. C'est une forme d'avertissement, de dire c'est un risque, puis vous acceptez le risque, qui n'est pas toujours reconnu légalement. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est pas parce qu'on dit que le risque existe qu'on est automatiquement dédouané de toute conséquence de ce risque-là. Mais reste que ça fait partie de leur stratégie légale, en gros guillemets, là, de dire, ben tout c tout le pire qui pourrait arriver, je préfère le dire, hem, plutôt que de me faire reprocher par la suite que ça pouvait arriver puis que j'ai jamais dit à personne. En termes de droit de la santé de la femme versus les hommes, est-ce qu'il y a des lois spécifiques qui sont applicables ou qui ont été créées spécifiquement pour les femmes? La réponse courte, a priori, non. Un droit tu sais, de la santé, c'est de la santé, un soin de santé, c'est un soin de santé, puis on essaie le moins possible de déterminer très spécifiquement qu'est-ce qui entre là-dedans parce que, ben, d'une part, la médecine et les soins de santé évoluent continuellement. Fait que ça serait très difficile pour le législateur d'être tout le temps en train de dire: «Oui, OK, ça rentre, puis ça rentre pas, puis ça rentre», parce que ça change tout le temps. Donc, on essaie de rien mettre de très spécifique. Il y a une exception à ça pour la santé de la femme, c'est la question de l'avortement, parce que ça vient toucher au statut du fœtus. Est-ce que le fœtus a une personnalité juridique? Est-ce qu'il a des droits? Autrement dit, est-ce que dès qu'un embryon est créé, on considère que c'est une personne qui a des droits à faire valoir ou pas? Puis la position qu'on a prise au Canada, que les tribunaux ont adoptée au fil du temps avec différentes décisions, c'est que non, le fœtus n'a pas de personnalité juridique. Donc, il devient une personne au sens légal du terme à partir du moment où il sort de l'utérus et où il est ce qu'on appelle vivant et viable, autrement dit, qui va être capable de respirer, seul ou avec de l'aide, mais qui est capable de respirer. Et avant ce moment-là, il fait partie du corps de la femme, en fait. Donc, il y a un seul corps et il y a une seule personne qui est apte à prendre des décisions et à faire des choix en matière de santé, c'est la femme. Donc ça va impliquer qu'elle peut avorter ou ne pas avorter, c'est son corps. Ça va aussi impliquer qu'elle peut avoir des comportements de santé à risque et que on ne peut pas la contraindre à suivre une thérapie, à faire une désintoxication, à être mise en cure fermée. Bref, on ne peut pas la contraindre, elle, en ayant le seul objectif de ne pas nuire au fœtus. Donc ça, c'est la position qu'on a prise au Canada, ce qui fait que l'avortement est légal à tous les stades, et que comme le fœtus n'a pas de droit, ben à aucun stade de la grossesse, on peut mettre en balance les droits du fœtus avec les droits de la personne qui est enceinte.
Donc si la maman décide de faire un refus de traitement ayant potentiellement des conséquences pour le fœtus, ben ça reste son droit à elle, vu que il est encore in utero. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. OK. Oui, Puis, tu sais, c'est ça, là, dernièrement, on a entendu le projet de loi 1 là, qui a un oui, article, entre autres, là, qui vise à peut-être encadrer ou légiférer l'avortement. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes de médecins, d'avocats, de femmes et qui se sont, tu sais, qui sont montés aux barricades, là, pour, dire que c'était vraiment pas une bonne idée. C'est quoi les différents angles légaux, là, de légiférer l'avortement, justement? oui. Mais pour le moment, il y a aucune loi qui légifère sur l'avortement. Donc, tu sais, tantôt, quand j'ai dit les tribunaux ont reconnu que les tribunaux, ce qu'ils ont dit, c'est le fœtus n'a pas de personnalité juridique. Et à l'époque, en 1988, quand il y avait un débat sur l'avortement, ce que la Cour suprême est venue dire, c'est que dans le code criminel, ce qui existait pour encadrer l'avortement, c'était pas conforme aux droits et libertés fondamentaux. Autrement dit, le cadre qui avait été mis à l'époque, ce que ça faisait, c'est que ça disait une femme peut se faire avorter si elle présente une condition qui nécessite un avortement. Puis là, c'est un comité thérapeutique dans les hôpitaux formé de plusieurs médecins qui vont lui dire si oui ou non elle peut. Puis la preuve qui a été présentée devant la Cour suprême, c'est que c'était super hétérogène. Ça changeait d'un hôpital à l'autre, ça changeait d'une région à l'autre. Fait que tu pouvais jamais, comme femme, avoir une idée de savoir, OK, si je présente tel critère, ça va passer ou ça passera pas parce que c'était comme une loterie. Tu sais, c'était comme à chaque fois, tu tires un numéro à la loterie puis tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Puis ça, ce contexte-là, la Cour suprême a dit, ça respecte pas les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Ils sont jamais allés dire l'avortement est illégal ou sont jamais allés dire l'avortement est légal. Tout ce qu'ils ont dit, c'est le cadre qui encadre l'avortement pose problème. Mais depuis cette décision-là, le législateur, les personnes qui sont élues, qui siègent à la Chambre des communes à Ottawa, à l'Assemblée nationale au Québec, ont jamais reproposé un cadre pour l'avortement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien. Parce qu'en n'ayant pas de cadre, on considère que l'avortement, c'est un soin de santé, comme la colonoscopie, comme l'appendicectomie, comme les antibiotiques pour traiter une sinusite. Donc, c'est un soin de santé qui est nécessaire quand la femme en a besoin. Le fédéral a dit c'est un soin de santé, c'est nécessaire, les provinces doivent l'offrir, mais c'est tout. Donc, on légifère, je le mets entre guillemets parce que c'est même pas une législation, c'est simplement à des fins administratives de qu'est-ce qu'on met dans notre panier de soins qui sont couverts par le régime public. Le fédéral a dit, ben l'avortement, c'est un soin de santé couvert par le régime public. Offrez-le, merci. L'enjeu avec le projet de loi 1, puis l'idée de le mettre dans une constitution du Québec, c'est que là, on est en train d'offrir un texte juridique contestable. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de texte juridique qu'on peut contester, bien, pour pouvoir porter devant les tribunaux un soin, il faut qu'on soit la personne qui va vivre le soin pour avoir l'intérêt de le faire ou qu'on estime qu'on devrait avoir droit à ce soin-là puis qu'on n'y a pas droit. Ce qui veut dire que les groupes qui sont plus à droite, groupes religieux, etc., peuvent pas faire valoir qu'ils voudraient avoir accès à ce soin-là ou qu'il y a un problème, ça les concerne pas. Sauf qu'à partir du moment où on le met dans une constitution, là, ça devient une espèce d'intérêt général, ça devient un intérêt collectif de dire on reconnaît ce droit-là. Et là, on peut avoir des groupes qui vont dire non, je considère que si socialement, on met ce droit-là comme étant un droit fondamental, ça porte atteinte à ma liberté de religion, à ma liberté de conscience. Et là, on donne une prise à des contestations potentielles. Puis si on donne une prise à des contestations potentielles, bien, on donne une prise à ce que, éventuellement, peut-être un tribunal dise, vous avez raison de reconnaître l'avortement comme étant un droit fondamental, c'est en violation avec une liberté de religion, par exemple. Puis c'est là où ça peut poser un problème sur l-
la légalité de l'avortement comme tel, puis l'accès à l'avortement. Alors, c'est assez contre-intuitif de penser que parce qu'on reconnaîtrait l'avortement dans un texte aussi fondamental qu'une constitution, on le met en danger, mais c'est concrètement ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que médecins, avocats, groupes féministes, et cetera, ont tous dit: «Non, non, 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 faites pas ça, c'est pas une bonne idée». Puis est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis, tu sais, justement là, quand ils se sont mis à se mêler politiquement du droit à l'avortement, puis là, on a vu qu'il y a eu vraiment une division au niveau des États. Il y a certains États qui ont choisi de maintenir, de changer la légifération de tout ça. Est-ce que tu penses Oui. que ça pourrait s'en aller vers ça si on adopte ce type de loi-là au Québec? C'est une bonne question, puis je suis pas assez spécialiste de droit américain pour répondre. Puis c'est qu'au-delà du droit aussi, je pense que on est politiquement pas à la même place qu'aux États-Unis. Je pense que malgré le fait qu'on a des différences, culturelles au Canada, à l'intérieur des provinces, je pense que les différences culturelles à l'intérieur des États-Unis sont quand même plus, heu, intenses que ce qu'on peut vivre au Canada. Puis aux États-Unis, oui, l'avortement était légal, mais avec un cadre quand même assez strict en termes de nombre de semaines, de trimestres, c'était pas du tout donc aussi, ouvert que ce que nous on vit. Puis tranquillement, pas vite, les États plus conservateurs avaient commencé à mettre en place ce qu'ils appellent des informed consent laws, donc des lois sur le consentement éclairé, ce qui était très paradoxal parce que ça visait tout sauf le consentement éclairé. C'était des lois qui étaient faites pour, hem restreindre l'accès ou restreindre le choix de l'avortement en mettant toutes sortes de petites étapes du genre, ben, vous allez avoir un premier rendez-vous, mais là, avant d'avoir votre avortement, vous allez être obligé faut vous laisser un délai de réflexion de minimum une semaine. Là, après ça pouvait dire aussi, ben, vous allez être obligé d'avoir une échographie dans lequel vous allez entendre le cœur de l'embryon battre. Vous allez être obligé ou on mettait en place des lois qui disaient, ben, une clinique d'avortement pour être sécuritaire, il faut qu'elle ait des salles d'au moins tant de pieds carrés, puis des corridors de telle largeur, mais avec des grandeurs qui étaient dans les faits impossibles à atteindre pour les cliniques sur le territoire. Puis ça, les législateurs le savaient très bien. Fait qu'ils savaient qu'en disant, par mesure de sécurité, on va imposer des distances. Ben, l'objectif dans les faits, c'est-à-dire qu'il y a aucune clinique qui respecte ces distances-là et donc les cliniques perdaient le droit de faire les avortements. Fait il y avait toutes sortes de méthodes détournées, ce que nous, on n'a pas vu du tout au Canada. Tu sais, malgré le fait qu'on n'a pas de cadre légal, il y a rien qui empêche une province ou le fédéral de dire: «Ben moi, je vais en mettre un cadre». Puis ça on l'a pas vu. Fait qu'il y a je pense que notre contexte politique et juridique est quand même différent. Ça veut pas dire que parce que c'est différent, il y a aucun risque, on est juste pas dans les mêmes niveaux. Proportion, ouais, c'est ça. Oui, proportions, exactement, tout Puis à au fait. niveau du fédéral, justement, le projet de loi S-250, est-ce que tu peux en glisser un petit mot? Oui, ça, c'est un projet de loi qui est super intéressant parce que c'est un projet de loi qui a été déposé au Sénat par la sénatrice Yvonne Boyer, qui est autochtone. Et c'est un projet de loi qui vise à, dans la série de tout ce qu'on a su dans les dernières années sur les stérilisations imposées et forcées auprès des femmes autochtones, qui a voulu modifier, le projet de loi vise à modifier le code criminel pour que ce soit clair qu'un médecin qui stérilise une patiente sans son consentement, il est en train de commettre un acte criminel. Il est en train de commettre une voie de fait. Et ce projet de loi-là, personnellement, je le trouve très intéressant parce que quand on étudie la définition de ce qu'est une voie de fait, c'est le fait de porter atteinte à l'intégrité d'une personne sans son consentement. Hem, ben, c'est clair que la stérilisation forcée rentre dans cette définition-là de base. Sauf que il y a aucune décision qui existe au pays où jamais ça a été porté devant un tribunal de dire il y a un médecin qui a stérilisé sans consentement ou de force une patiente. Est-ce qu'on peut le reconnaître criminellement responsable? Je pense que ce projet de loi-là a
une portée symbolique vraiment importante, de rappeler que au-delà du soin, puis au-delà du contexte thérapeutique, puis au-delà de l'alliance thérapeutique dont on parlait tantôt, il y a des gestes qui demeurent fondamentalement tellement contre l'ordre public que ça en est des actes criminels, puis ça peut malheureusement survenir aussi dans un contexte de soins. Mais socialement, c'est très difficile quand on parle avec des avocats, par exemple des procureurs de la couronne ou même des policiers, comme si tout ce qui se passe dans le bureau du médecin, à moins que ce soit là, une agression sexuelle au sens très, très, entre guillemets, classique du terme, ça peut pas entrer dans le champ de ce qui serait criminel. Fait que ce projet de loi-là, on va voir, là, il a passé toutes les étapes au Sénat, là, il doit passer les étapes à la Chambre des communes, mais j'ai hâte de suivre ce qui va arriver avec ce projet de loi-là parce qu'il est très intéressant. En effet, vraiment, puis je trouve que c'est une belle initiative parce que, comme tu dis, des fois, c'est ça, ce qui se passe dans le contexte médical, c'est comme si c'était un monde parallèle, Oui, puis on oublie un peu que derrière ça, ben, c'est des humains, puis on a des droits fondamentaux aussi, qui sont pas toujours respectés. Justement, oui. en termes là, tu sais, de plaintes médicales, est-ce que les soignantes, de sexe féminin sont plus poursuivies ou est-ce qu'il y a plus de plaintes à leur égard? C'est une bonne question, puis c'est dur d'avoir ces données-là parce que, ben, en droit, on n'est pas très fort sur les données probantes. Tu sais, on regarde pas beaucoup nos pratiques pour savoir ce qui se passe avec ça. Je sais pas si les soignantes sont plus poursuivies que les soignants, pas de E. Par contre, on sait que les femmes, il y a peu d'études qui ont été faites là-dessus, mais il y a une étude intéressante en Suède ou en Finlande, Scandinavie, je me souviens plus exactement où, eux, ils sont arrivés avec une banque de données nationale, puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, les femmes portent plus plainte, mais parce qu'elles reçoivent des soins de moins bonne qualité. Donc, en gros, si elles portent plus plainte, mais comme elles ont raison de plus porter plainte parce que c'est pas qu'elles chialent plus que leurs collègues masculins, c'est juste que les soins qu'elles reçoivent sont de moins bonne qualité. Mais de savoir est-ce que les femmes infirmières ou médecins donnent des soins de moins bonne qualité que ça, j'ai pas vu de données par rapport à ça. Hem, mais est-ce que les soins reçus par les femmes de façon générale, là, je parle pas juste de la gynéco-obstétrique, là, je parle, en général, oui, il y a un quality gap qu'ils disent en anglais, Ouais. donc un écart dans la qualité entre les soins qui sont reçus par les femmes et ceux qui sont reçus par les hommes. Puis est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu les recours? Fait que quand on décide de porter plainte, c'est Mmh. quoi les différents recours qu'on a? À qui on s'adresse? Parce qu'il y a différentes voies, c'est pas juste un corridor là, pour porter Non. plainte. Donc, si moi j'ai l'impression d'avoir reçu un soin, j'ai été lésée, je juge que j'ai des séquelles potentielles, comment c'est à qui je m'adresse? Il y a 4 recours principaux au Québec qui peuvent être mobilisés. Le premier, ce serait de faire une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Donc, chaque établissement de santé au Québec a un commissaire aux plaintes. Si vous allez sur le site web de votre hôpital, de votre centre de santé, il y a toujours un onglet qui s'appelle Porter plainte ou Commissaire aux plaintes. Donc, c'est généralement une information qui est bien en évidence sur les sites web. Même chose si vous googlez, là, vous allez trouver facilement. Et le rôle du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, bien, ça le dit, c'est d'améliorer la qualité des services. Donc, son rôle va être de comprendre ce qui vous est arrivé, d'aller voir après ça l'équipe soignante pour voir qu'est-ce que eux ont comme version des faits et éventuellement d'arriver avec une conclusion et potentiellement des recommandations pour que la qualité du soin ou du service soit améliorée. Donc souvent, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils vont agir à des niveaux plus systémiques. Est-ce qu'on a un problème avec notre protocole mis en place? Est-ce que des fois, ça peut être des trucs bêtes, là, mais d'organisation de l'environnement, du genre la table d'examen, ben la place où la patiente met ses pieds dans les étriers, c'est devant la porte. Fait que, tu sais, juste d'un point de vue d'organisation de l'environnement, il y a des risques potentiels d'atteinte à la vie privée qui sont bien plus grands que si tu fais juste tourner ta table et que soudainement, ben, si quelqu'un par mégarde, tu sais, sans aucune mauvaise intention, mais ouvre la porte, ben, ta patiente n'est pas vulnérable, les deux pattes dans les airs.
Fait qu'ils peuvent avoir des recommandations très, très pratico-pratiques, super intéressantes. Mais c'est ça, il faut comprendre que quand on fait une plainte au commissaire aux plaintes, c'est ça qui va arriver. C'est qu'on va regarder la plainte puis on va potentiellement faire des recommandations. On vise pas à punir personne. Le commissaire, il cherche pas à savoir qui est responsable de quoi. Il cherche à vérifier est-ce qu'on peut améliorer nos processus puis nos façons de faire pour que la qualité soit meilleure la prochaine fois. Et il va travailler en parallèle avec ce qu'on appelle le médecin examinateur, qui a le même rôle que le commissaire aux plaintes, mais qui va, lui, être capable d'évaluer les gestes puis les décisions médicales qui ont été posées. Donc, tout ce qui est médecin, pharmacien, dentiste, quand on a une plainte à faire sur euh, l'acte professionnel qui a été fait, c'est pas le commissaire qui va le regarder, ça va être le médecin examinateur, mais c'est la même idée d'arriver avec une recommandation à la fin. Fait que ça, c'est pour la... Il y aura pas de Oui. dédommagement monétaire, là, tu sais. Quelqu'un qui porte plainte au commissaire aux plaintes peut pas s'attendre à recevoir un chèque, par la poste, là. Non, absolument pas. Il va recevoir une belle lettre qui dit: «On a pris acte de votre plainte, merci et voici ce qu'on a mis en place pour plus que ça arrive». C'est à ça que ça sert, le commissaire aux plaintes. L'autre type de plainte, c'est la plainte en déontologie, donc à l'ordre professionnel du professionnel qu'on 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 pour lequel on a quelque chose à reprocher, donc OIQ, l'Ordre des infirmiers et infirmières, Collège des médecins, Ordre des sages-femmes, et cetera. Donc, tous les professionnels de la santé appartiennent à un ordre. Et là, l'idée, c'est d'évaluer la compétence du professionnel. Donc, de vérifier est-ce qu'il y a eu une faute de commise dans le niveau de compétence auquel on s'attend de ce professionnel-là. Et là, ce qu'on va vouloir voir, c'est des mesures. Il va y avoir, si on se rend devant un comité de discipline, il peut y avoir des sanctions plus punitives, comme payer une amende, se voir imposer des restrictions à sa pratique, avoir son permis d'exercice suspendu pendant une période de temps X. Mais tout ça est toujours fait dans un objectif de protection du public. Autrement dit, est-ce que la compétence du professionnel est tellement affecté par ce qu'il a fait qu'on craint pour la protection du public. On peut aussi avoir des ententes avec le professionnel où on va dire, mais tu vas devoir te former davantage. Il va falloir que tu ailles suivre des formations spécifiques sur tel ou tel sujet où tu pourras plus faire tel type de soins sans la présence d'une infirmière ou d'un infirmier dans la salle avec toi, par exemple. Donc, ça, c'est tout des genres de mesures que la déontologie peut mettre en place. Encore là, il n'y a pas de dédommagement monétaire pour le plaignant ou la plaignante. C'est vraiment l'idée, c'est de jouer sur la compétence et la protection du public pour le professionnel visé. Fait que ça, c'est la plainte déontologique. Troisième recours, la responsabilité civile. Donc là, c'est vraiment le dédommagement monétaire. C'est on considère qu'on a subi un préjudice, un dommage qui vaut X montant d'argent et on veut poursuivre soit le médecin, le professionnel, on peut poursuivre aussi le centre hospitalier pour avoir le dédommagement qui correspond au dommage qu'on a subi. Dans des cas de responsabilité, il y a comme 3 choses qu'on va devoir prouver devant un juge. Fait que ça, c'est vraiment un processus judiciaire. Il va falloir prouver que le professionnel ou que l'équipe de soins ou que l'hôpital a commis une faute. Donc, ils ont eu un écart de comportement déraisonnable par rapport à la norme. Ça, si on peut l'imager, là, c'est comme il y a un spectre, là, puis il y a comme une marge de manœuvre. Il y a comme une marge d'erreur dans laquelle on peut se situer, puis on va dire dans cette marge-là, c'est correct. T'sais, tout le monde ne fait pas la même chose de la même façon. Il y a différents courants de pensée dans n'importe quelle profession. Puis on ne veut pas se mettre à dire il y a une seule bonne façon de faire les choses. Fait que tant que le professionnel se situe dans ce qui est raisonnable, dans ce spectre-là, ça va. Ce qu'on veut pas, c'est qu'il soit en dehors de ce qui est raisonnable. Et là, s'il est en dehors de ce qui est raisonnable, là, on va dire qu'il a commis une faute. Il va falloir après ça prouver le préjudice que nous, on a vécu, il se chiffre à combien, il vaut combien. Puis, il faut démontrer après ça le lien de causalité. Donc, la faute a causé directement le préjudice qu'on a vécu. Et quand on a démontré tout ça, là, on peut avoir le dédommagement lié à la responsabilité.
Ça demeure une charge qui est assez lourde pour les personnes qui veulent poursuivre à faire parce que souvent, ça demande d'avoir un avocat ou une avocate. Ça demande d'avoir aussi des experts, souvent des médecins experts qui vont venir expliquer au juge pourquoi ça constitue une faute. Puis oui, ça, c'est un dommage qui vaut tant. Puis oui, il y a un lien de cause à effet entre la faute puis le dommage. Fait que c'est quand même un engagement de temps financier, de charge mentale aussi qui est assez lourd quand on décide de poursuivre. Mais si on a subi un préjudice qui vaut plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, ça peut valoir la peine d'évaluer cette possibilité-là. Le quatrième recours que je nomme en dernier parce qu'il est plus théorique que pratique, c'est de faire une plainte à la police. Si on considère que le soin qu'on a subi constitue carrément un acte criminel. On vient d'en parler un petit peu avec le projet de loi S-250 où on vise à s'assurer que c'est bien compris qu'une stérilisation forcée, c'est un acte criminel. Mais on pourrait penser à si on pense qu'on a vécu une agression sexuelle dans le cadre d'un soin, bien ça serait une plainte à la police qui serait le recours approprié parce que là, ça, c'est un acte criminel. C'est les 4 recours, en gros. Mais c'est très bien expliqué parce que, tu sais, entre autres, là, le concept d'erreur médicale qui rentre dans l'espèce de, d'espace que tu dis, ben, ça reste dans la normalité ou dans ce qui est acceptable versus la faute médicale qui est vraiment en dehors des standards habituels de pratique. Tu sais, c'est une nuance vraiment importante parce que des fois, on entend dire j'ai été victime d'une erreur médicale, mais ça peut rester quand même quelque chose qui a été dans les bonnes pratiques ou dans les pratiques courantes. Fait que je pense que c'est bien de s'informer aussi avant de décider d'entamer des démarches là, plus déontologiques ou juridiques. On Oui. parlait tantôt là, de droits reproductifs. Je pense que récemment, il y a quand même eu certaines lois qui ont changé pour, entre autres, les mères porteuses. Fait qu'est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le cadre légal actuellement au Québec? Parce que je pense qu'avant, là, les gens qui voulaient avoir recours à une mère porteuse, fallait qu'ils s'expatrient dans d'autres provinces. Donc, c'est quoi Oui. les nouveautés là, par rapport aux mères porteuses? Oui, ben les mères porteuses, c'est nouvellement encadré au Québec. C'est-à-dire qu'avant, le Code civil du Québec était très catégorique. Tout contrat, donc toute convention par laquelle des parents d'intention puis une mère porteuse décidaient de faire ce projet-là était nul, ce qu'on appelle de nullité absolue. Ça veut dire qu'on ne pouvait jamais, en aucun cas, donner acte à ce contrat-là. Ça ne veut pas dire que ça se faisait pas. Ça se faisait, mais c'était un peu comme au risque et péril des gens. C'est-à-dire que si quelque chose tourne mal, si de part ou d'autre, on ne respecte pas les obligations, les engagements, il n'y a pas un juge qui pouvait dire ah oui, c'est vrai, vous aviez prévu ça dans votre contrat, donc on va faire appliquer le contrat. C'est comme si le contrat n'avait jamais existé. Fait que effectivement, les parents d'intention qui voulaient avoir un cadre juridique devaient aller le faire aux États-Unis ou dans d'autres provinces du Canada. Alors maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a un cadre légal avec plusieurs conditions, mais disons, si on résume les principales conditions, la mère porteuse, elle doit avoir minimalement 21 ans au moment où on décide d'avoir recours à la mère porteuse. Donc, pas au moment où elle va tomber enceinte. Vraiment, quand c'est décidé de faire ce recours-là, elle doit déjà avoir 21 ans. Les parents d'intention ne peuvent pas rémunérer la mère porteuse. Donc, la mère porteuse peut jamais être payée au sens comme si c'était un travail pour ça. Ce qu'elle peut avoir, c'est une forme de compensation. Tu sais, si on pense à des changements nécessaires dans l'alimentation qui vont faire que ça va coûter plus cher, les vitamines prénatales, si on a un manque à gagner au niveau de l'emploi à cause des rendez-vous médicaux, on peut compenser pour ça, le linge de maternité, etc. Il y a tout un règlement qui prévoit qu'est-ce qui peut rentrer dans la compensation, mais il faut vraiment que ce soit dans cette idée-là de je veux pas que la mère porteuse s'enrichisse, je veux pas non plus qu'elle s'appauvrisse. Cette idée-là de rester à une espèce d'équilibre semi-parfait là, dans l'argent qu'elle peut avoir. Ce qu'on a privilégié aussi au Québec, c'est l'idée que la mère porteuse peut à tout moment changer d'idée. Donc, à tout moment, évidemment, avant la grossesse, pendant la grossesse et même après la grossesse, elle peut décider qu'elle arrête le processus. Ça veut dire que pendant la grossesse, elle pourrait décider qu'elle poursuit la grossesse, mais qu'elle va garder l'enfant. Elle pourrait décider qu'elle veut finalement se faire avorter.
Hem et même chose après l'accouchement, elle pourrait décider qu'elle va garder l'enfant. Ça soulève vraiment beaucoup les passions parce que, on a comme 2 on a généralement 2 entités, 2 parties vulnérables. La mère porteuse est vulnérable, mais souvent les couples qui ont recours à des mères porteuses sont vulnérables aussi. C'est soit des couples qui ne peuvent pas biologiquement avoir d'enfants, qui ont des troubles de fertilité, qui ont des problèmes à concevoir ou à garder un enfant dans l'utérus. Fait il y a de la vulnérabilité de part et d'autre. Le choix qu'on a fait, c'est de privilégier cette possibilité-là pour la femme enceinte. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans la littérature, dans les expériences dans des pays où ça se fait depuis plus longtemps que si, ça arrive pas. Des mères porteuses qui décident en cours de route qu'elles ne garderont pas l'enfant ou qu'elles vont au contraire le garder à la fin. Euh, Ça n'arrive pas généralement pas généralement, les femmes qui font ça, elles savent très bien qu'elles vont porter l'enfant pour quelqu'un d'autre, puis c'est à ça qu'elles acceptent. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que ça revient à essentialiser un petit peu la mère, la femme, comme étant une mère. Tu sais, elle, comme si le fait de porter un enfant nous ramenait à cette espèce d'essence-là de c'est sûr que je vais développer un lien, puis que je vais vouloir le garder, puis ça va être mon bébé. Alors que non, quand on interroge les mères porteuses qui l'ont fait, elles disent toutes la même chose, c'est-à-dire, ben non, j'étais un vaisseau, je servais à produire un bébé pour quelqu'un d'autre. Puis ils ont pas développé ce sentiment-là. Fait qu'il y a vraiment je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment on perçoit la mère porteuse dans ce débat-là. Mais c'est ça l'état du droit, là, donc légalement, ça pourrait arriver. Factuellement, on l'a pas documenté. Donc c'est pas quelque chose qui semble se passer. Puis en termes de critères, là, tu dis minimum 21 ans. Est-ce qu'il y a un âge maximal ou est-ce qu'il y a d'autres critères? Parce que je pense qu'il faut qu'elle ait déjà elle-même eu un enfant ou Ça, on y avait pensé, puis OK, finalement, on l'a pas retenu, donc ça fait pas partie de la loi, le fait qu'elle doit avoir déjà eu un enfant. OK. Pour l'âge maximal, c'est plus au niveau de la réglementation en termes de procréation assistée où ça va se jouer. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez d'avoir recours à une mère porteuse, mais que vous décidez que l'embryon va se concevoir de façon artisanale. Ça, c'est une façon cute en droit de dire que ça va se faire par relation sexuelle. Donc, si vous décidez, par exemple, ben oui, on va avoir une mère porteuse, mais il va avoir une relation sexuelle pour que l'embryon se crée, il n'y a pas de limite à l'âge. Donc, si la femme a 44 ans puis qu'elle tombe enceinte à 44 ans, c'est correct. Là où il va y avoir des limites, c'est pas sur l'encadrement de la mère porteuse comme telle, c'est sur l'encadrement de tout ce qui est loi et réglementation en matière de procréation assistée. Donc, de remboursement notamment. Est-ce que la FIV va être remboursée? Ben, si vous avez passé un certain âge, vous ne pouvez plus bénéficier de la fécondation in vitro euh, gratuite au Québec dans le cadre du régime public. Fait que c'est plus sur ces lois et règlements-là que ça va jouer, pas sur l'encadrement de la mère porteuse comme telle. Puis, y a-tu d'autres lois justement par rapport à la procréation médicalement assistée là? Parce que tu sais, il y a eu quand même des changements. À un moment donné, il y avait, c'était un peu bord ouvert là, si on veut, pour, les cycles de FIV. Après ça, c'est devenu un cycle, là, un nombre maximal, d'inséminations aussi qui sont remboursées. Fait que, Oui. c'est quoi un peu là qu'on a comme loi qui encadre ça au Québec actuellement? Là, on en est là, c'est-à-dire qu'on avait eu ben, l'expression, oui, bar ouvert, là, où c'était très on rembourse. Ensuite, on était passé à oups, ça coûte beaucoup trop cher, on arrête tout ça. Et là, on est retourné à une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre, puis bien honnêtement, je peux pas vous le dire par cœur, mais on a un certain nombre d'inséminations artificielles qui vont être couvertes et on va avoir un cycle de FIV qui va être couvert aussi. Puis les cycles de FIV, c'est vraiment un cycle plus au niveau de la ponction. Là, il peut avoir après ça plus qu'une implantation. Si je me rappelle bien, c'est plus au niveau des ponctions que ça va rentrer en ligne de compte. Puis à travers ça, ben, il y a des critères sur, entre autres, l'âge de la personne qui va porter l'enfant. Donc, à partir d'un certain âge, on considère que les risques sont trop grands et donc il y aura plus de couverture publique dans le régime pour la FIV. Je pense qu'il y a aussi un enjeu là, du nombre d'embryons qu'on va implanter par après là. Fait que, tu sais,
les médecins, ils n'ont pas le droit d'en mettre plusieurs à la fois, je Ouais, pense, parce que ça c'est c'est risqué, là. oui, c'est la politique du, 1 transfert d'embryon. Ouais. Et ce que le règlement prévoit, c'est qu'effectivement, chaque, donc par exemple, dans un cycle de ponction, on peut créer plusieurs embryons, mais on va devoir en implanter un à la fois. Mais il y a une façon il y a une disposition dans le règlement qui prévoit qu'un médecin peut, s'il y a des raisons médicales de justifier d'en implanter 2, il pourrait en implanter 2, mais il faut qu'il le documente très bien parce qu'il peut se faire, vérifier, auditer et si on audite les dossiers médicaux d'une clinique et qu'on se rend compte que systématiquement, les patientes ont toutes eu 2 embryons puis que c'est pas bien documenté, puis on sait pas pourquoi, c'était quoi la raison médicale qui justifiait de mettre 2 embryons, ben, les cliniques se mettent à les médecins se mettent à risque d'avoir des pénalités et les cliniques se mettent à risque de potentiellement perdre leur permis de clinique de fertilité. Donc quand il y a 2 embryons qui sont implantés, c'est qu'il y a vraiment une raison médicale qui le justifie, sinon c'est un embryon à la fois. C'est bien, c'est très clair. Ouais. On va parler maintenant là, des violences obstétricales et gynécologiques. Toi, tu fais beaucoup de travaux là-dessus. Tout d'abord, est-ce que tu peux définir un peu c'est quoi ce concept-là? Parce qu'on en entend de plus en plus parler là, dans les dernières années. Ça soulève les passions, évidemment. Fait qu'est-ce Mhm. qu'une violence obstétricale et gynécologique? Alors, ce serait, si on veut, ben, le définir simplement, puis il y a pas nécessairement de consensus là, international sur comment on le définit, mais pour les fins des projets de recherche qu'on fait, ce qu'on entend généralement par VOG, l'abréviation de violence obstétricale gynécologique, c'est des actes qui vont être posés dans le cadre des soins, donc des actes ou des paroles ou des omissions, donc des choses qui sont pas faites alors qu'elles auraient dû être faites et qui vont être perçus par les patientes comme ayant été violents, discriminatoires, irrespectueux, maltraitants et qui vont avoir porté atteinte, si on le regarde dans une grille plus objective, qui vont avoir porté atteinte à un des droits fondamentaux de cette patiente-là, soit son intégrité, le respect de la sauvegarde de sa dignité, sa vie privée. Donc, il y a un aspect très subjectif dans comment j'ai ressenti le soin, mais il y a aussi un aspect un peu plus, objectif dans le sens où est-ce qu'effectivement ce qui s'est passé portait atteinte aux droits de la personne? Puis est-ce que tu peux donner des exemples concrets là, de situations qui sont considérées comme des VOG? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on fait systématiquement, tu sais, par Mmh. habitude ou par, tu sais, comme consensus un peu dans le Ouais, domaine médical qui pourraient être considérés comme des VOG. Est-ce que tu peux comme donner quelques exemples? tout à fait. Puis ça, c'est l'aspect intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est extrêmement banalisé et normalisé. Puis là, c'est intéressant parce qu'on commence à le nommer. Mais par exemple, dans le cadre d'un accouchement, de subir un toucher vaginal sans avertissement et sans consentement, ben c'est une violence obstétricale. Puis c'est là où on entre dans la portion plus floue de comment c'est subjectivement reçu par la patiente versus objectivement. Heu, parce que, ben, un toucher vaginal sans consentement, à la base, c'est une atteinte au droit, là. C'est une atteinte à l'intégrité. On vient de toucher un être humain sans avoir eu son consentement avant, fait que ça rentre légalement dans la définition. Mais il y a des patientes qui vont me dire: «Mais moi, j'en ai eu des touchés vaginaux sans qu'on me le dise pendant mon accouchement, puis ça me dérangeait pas du tout». Et d'autres qui vont nous dire: «Ah moi, j'ai vécu ça comme une agression, puis c'était vraiment épouvantable». Fait que là, on entre dans la partie subjective. Hem, Même chose avec le refus de prendre en compte la douleur d'une patiente. Ça, on a plusieurs témoignages dans le cadre de pause de stérilet souvent où la douleur est banalisée et pas crue, où la patiente demande d'arrêter puis de prendre une pause, puis le patient continue quand même en disant: «Ben voilà, ça fait pas si mal que ça». Donc tout ce rapport-là à la douleur, à comment c'est pas cru, c'est banalisé, c'est rejeté du revers de la main. Ça, on en a beaucoup, puis ça aussi, il y a une forme d'habituation, de banalisation de ça. Hem, Bien évidemment, les stérilisations forcées, tu sais, ça c'est pas quelque chose qui appartient aux décennies et aux siècles précédents, là, ça continue d'avoir cours, hem,
peut-être à une fréquence moindre, mais quand même, ça continue de se faire. Puis ça, c'est vraiment un exemple flagrant de violence obstétricale. On a aussi, tout ce qui est douleur durant la césarienne. Fait qu'on en revient aussi encore à cette idée-là de la douleur qui est pas prise en compte, mais les patientes qui subissent des césariennes alors qu'elles ne sont pas gelées et qu'elles le disent et qu'elles sont pas crues et c'est souvent mis sur le dos de: «Ah, la patiente était anxieuse» ou, alors plutôt que de prendre acte de: «OK, on est en train de l'ouvrir, puis elle nous dit qu'elle le sent, puis qu'elle a mal. Pause, on va, tu sais, on va voir comment est-ce qu'on peut ajuster, voire l'endormir complètement». C'est souvent c'est ça. On va dire, ben, c'est pas qu'elle sent vraiment, c'est qu'elle est anxieuse. Fait que ça, c'est un autre exemple. Il y a, et même chose avec, un examen gynéco où il y a le spéculum qui va être entré sans consentement puis sans avertissement, ça rentre là-dedans aussi. En fait, dans un soin gynéco ou dans un soin obstétrique, le consentement, il est jamais donné une fois pour toutes. C'est toujours des petites étapes. Un toucher, c'est un nouveau consentement. À la limite, même un changement de position, tu sais, de prendre une patiente puis la changer de position, ça requiert un consentement. On avait aussi, tu sais, on parlait de consentement éclairé, mais on a des participantes à la recherche qui rapportaient que ben, il y a une forme de pression ou coercition pour qu'elles acceptent d'accoucher sur le dos. Donc, la position des cubitus dorsales là, qu'on voit pratiquement dans tous les films là, où la femme est étendue sur le dos, les pieds dans les étriers, ben, il y a de plus en plus de femmes qui veulent pas accoucher dans cette position-là parce que physiologiquement, c'est pas du tout la meilleure position. Le bassin n'est pas placé de la bonne façon. C'est une position qui est faite pour aider le médecin. Parce que lui, il peut être assis, il voit exactement ce qui se passe, il réceptionne le bébé, c'est plus facile. Mais physiologiquement, c'est pas top. Puis il y a de plus en plus de patientes qui vont dire, ben moi, je préférerais être à quatre pattes ou être sur le côté. Puis il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui vont l'accepter sans problème. Mais il y en a encore qui vont dire, ben non, tu te mets sur le côté et c'est tout. Et des patientes qui vont nous dire, ben moi, on m'a carrément menacé de sortir les forceps ou la ventouse si je me couchais pas sur le dos pour accoucher. Ça, pour moi, c'est une forme de coercition. Ça vient entraver le consentement libre. Fait que ça, c'est une forme de violence obstétricale aussi. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que la Société des obstétriciens gynécologues du Canada, là, ils ont quand même des directives claires qui disent que les Mhm. médecins doivent favoriser la position dans laquelle la maman est confortable, tu sais. Il y a des Ouais, lignes directrices, c'est quand même écrit noir sur blanc, mais malgré tout, les pratiques changent lentement. lentement. Je pense qu'il y a une volonté de changement, mais il y a encore des expériences comme ça qui sont traumatisantes qui arrivent. Oui. Hem Est-ce que tu as l'impression que dans la formation, tu sais, des professionnels puis des médecins, il y a aussi un vent de changement qui s'instaure ou pas vraiment? Mais moi, je suis plutôt optimiste. Moi, je pense que c'est vraiment en train de changer, à la fois dans la formation, mais aussi tu sais, sur le plancher, là, dans les départements. En ce moment, il y a des prises de conscience qui se font de plus en plus, je pense. C'est sûr que quand on regarde, puis je suis vraiment pas spécialiste en éducation médicale, mais le peu que j'en connais, que j'en comprends, c'est que quand on regarde la formation, souvent, ce qui va accrocher, c'est la résidence. C'est-à-dire qu'on a beau, durant leur formation médicale, leur apprendre à nos bébés médecins toutes les meilleures pratiques, puis tout l'état des connaissances. Mais si tu commences ta résidence, puis que ton patron, ça fait 30 ans qu'il pratique, puis que sa pratique est plus ou moins mise à jour, puis qu'il te dit qu'il faut que tu fasses ça d'une telle façon, mais souvent, ce qu'on constate dans la littérature, c'est qu'il y a une espèce de mur qui est frappé au moment de la résidence où plein de belles et bonnes habitudes qu'on avait essayé d'inculquer durant la formation à l'école va un peu être déconstruite et déstabilisée par la résidence. C'est normal, c'est ton patron qui va décider à la fin si tu passes ou pas, puis si, tu sais, si tu réussis ta résidence. Fait que c'est sûr que tu vas adapter ta pratique à ce que ton patron te dit. Hem, Puis ça, ben, heureusement, fait que plus on va avoir des bébés médecins qui sortent de l'école en ayant des super bonnes pratiques, plus ça risque tranquillement, pas vite, d'imprégner le milieu de la pratique, mais plus aussi on a des départements qui se remettent en cause, qui cherchent à avoir de la formation sur ces sujets-là, qui se questionnent à savoir: «Ah ouais, peut-être que ça, on le fait pas super bien», puis qui veulent se former, mais plus ça va avoir un impact aussi sur la formation des résidents, puis ça va devenir un beau cercle vertueux.
Du moins, c'est ce que en c'est ce que j'espère. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Je vais parler en tant que patiente aussi, là, tu sais, moi, j'ai eu plusieurs fois des hystéroscopies, là, fait qu'ils introduisent une caméra Mmh. à l'intérieur du vagin, ils traversent le col, ils poussent du liquide salin pour distendre l'utérus. Honnêtement, là, tu sais, c'est tellement traumatisant, ça fait vraiment mal. Il Ouais. y a plusieurs femmes que je connais qui ont eu ça aussi. Tu sais, dans ma tête, c'est un acte qui est quasiment barbare, tu sais, de pas offrir de médication. Ils nous disent: «Prenez 2 Tylenol avant de venir au rendez-vous», Ouais. mais tu sais, je me dis: «On fait des biopsies de la prostate, puis on offre beaucoup plus de d'analgésie Oui. aux hommes». C'est quoi ce standard-là? Tu sais, c'est-tu parce que les femmes, on s'est pas exprimé, on n'a pas dit que c'était épouvantable. Tu sais, d'où que ça vient ce double standard-là? Mais je pense qu'il y a mon Dieu, il y a plein de choses là-dedans, super intéressants. Je pense que les menstruations ont le dos large. Cette espèce d'idée-là de, on commence à être menstrué, début, tu sais, de l'adolescence, puis donc ça nous habitue à avoir des douleurs dans ce coin-là et donc notre capacité à endurer cette douleur-là va être supérieure. Je pense que ça a le dos large. Le fait que les soins chez les messieurs soit faite par des messieurs, pour des messieurs, fait en sorte aussi qu'à un moment donné, il y a une espèce de ben, on sait que c'est une prostate, ça fait mal, franchement. Puis une vasectomie, ça fait mal. Ça prend des analgésiques puissants pour ça parce que c'est donc ben pas drôle. Je pense qu'il y a longtemps eu aussi une incompréhension de la quantité de nerfs qui se trouvent dans la région intime féminine. Pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de nerfs dans ce coin-là, puis que donc on ne pouvait pas ressentir quoi que ce soit. Là, on le sait que c'est énervé, là. On le sait qu'il y en a des nerfs et donc qu'il y a des signaux de douleur. C'est juste très long avant que ça change. Mais même au niveau des paiements à l'acte, tu sais, nos médecins sont payés à l'acte, puis l'Association québécoise d'obstétrique gynéco avait fait une sortie, il y a peut-être 1 an à peu près ou un petit peu moins en disant: «C'est parce que pour le même type de soins, si on le fait chez un homme en urologie, ça va être payé le double, des fois le triple du même soin, mais fait chez une femme en gynécologie». Mais c'est la même affaire. Fait que même dans la façon dont on rémunère nos médecins, on paye les médecins plus cher quand ils font certains gestes chez les hommes qui sont au niveau technique, exactement les mêmes que ce qui va être fait chez la femme. Fait qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose avec la santé des femmes de façon générale et avec cette idée-là de comment on supporte la douleur. Puis c'est hyper paradoxal parce que dans la littérature, on retrouve à la fois les femmes supportent mieux la douleur, puis en même temps, elles vont se plaindre de douleur pour rien. Ce qui est d'un point de vue purement rationnel complètement aberrant parce que tu peux pas dire à la fois qu'on supporte mieux la douleur, mais d'un autre côté qu'on se plaint pour rien. Donc, théoriquement, si je supporte mieux la douleur, une fois que je me plains parce que j'ai vraiment mal, c'est que je suis rendue à un niveau de douleur assez extrême, tu sais. Fait qu'il y a ces paradoxes-là qui sont encore aujourd'hui présents. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire ou tu sais, toi, tu as des travaux, là, tu fais des études, de la recherche là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Est-ce que c'est justement de s'adresser au commissaire aux plaintes de notre établissement? Entre autres, tu parlais de l'exemple de la pose des stérilets, mais combien de femmes ont été traumatisées? Tu sais, moi, j'en fais partie. Je me dis, comment qu'on fait pour que ça change un petit peu plus rapidement? Est-ce qu'on participe à des études, à des projets de recherche? Tu sais, comment on peut s'impliquer pour que ça Eh oui. évolue? Là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est sûr que oui, idéalement, participer à des projets de recherche, c'est super important. Là, entre autres, en ce moment, on a fini le volet de la recherche où on est allé chercher les expériences plus des patientes. Puis là, on cherche à avoir la perspective des soignants, médecins, infirmières, sages-femmes, toutes les personnes qui font des soins obstétricaux et gynécologiques. Si vous voulez faire notre questionnaire justicevog.ca, vous allez l'avoir, mais c'est super de pouvoir mettre des mots là-dessus parce que ben, des fois, moi, j'ai par exemple parlé à des médecins qui disaient, mais je voudrais anesthésier localement ma patiente quand je pose un stérilet, mais l'État ne nous donne pas l'anesthésiant pour les cliniques. C'est pas remboursé par l'État. Donc, si on veut l'offrir,
c'est à nos frais personnels. Donc là, c'est les médecins qui se retrouvent à dire: «Ben là, faut que je paye personnellement pour les anesthésiants locaux pour le fond de l'utérus». Fait qu'il y a un problème systémique, mais ça, il faut parler à des professionnels de la santé pour être capable de voir, OK, c'est quoi, au-delà de votre volonté, puis de votre bon vouloir, puis de vos bonnes pratiques, y a-t-il des barrières environnementales, systémiques dans l'organisation de votre travail que vous avez qui puis ça, même si les patients, on se plaint, ben là, il faut que ça monte plus haut dans la hiérarchie. Hem, mais je pense que les plaintes au commissaire aux plaintes, d'un point de vue justement de système, demeurent un formidable outil parce que pour un commissaire aux plaintes qui regarde aussi leurs statistiques, de dire: «OK, j'ai une plainte aux 3 ans pour une pause de stérilet qui fait mal», c'est une chose. De dire que j'ai systématiquement à tous les mois des plaintes de patientes qui disent que la pause du stérilet a fait vraiment trop mal, peut-être que ça va susciter une prise en charge plus adéquate dans le futur. Fait que oui, moi, je crois beaucoup à l'outil de la plainte, pas dans un objectif de taper sur les doigts de personne, mais juste de dire si on documente le problème, si on fait valoir qu'il y a quelque chose qui marche pas, bien, on a plus de chances qu'éventuellement ça change que si on le fait pas. Puis c'est possible d'être déçu par les résultats des plaintes, là. Ce qu'on constate dans les recherches qu'on fait, c'est que pour plusieurs femmes, c'est décevant. Mais le message que j'aurais envie de donner, c'est ça peut être décevant pour vous individuellement, mais essayez de le voir de manière collective. Je pense que collectivement, même si notre résultat de notre plainte à nous nous a déçus, on vient de mettre une petite brique supplémentaire dans un édifice qui, une fois qu'on va tout avoir mis nos briques, là, peuvent faire changer les choses. C'est ça, c'est de le faire collectivement puis que les femmes, on se soutienne entre nous, là. Tu sais, ton exemple, il est bon, là. Moi, j'avais une chirurgie élective en gynéco prévue, là, l'année dernière. J'étais présente, ma chirurgienne était présente. Finalement, grève des CPE, fait que plein d'infirmières ne se sont pas présentées au travail. Ils ont jumelé des salles. Ma chirurgie, tu sais, j'étais à jeun, mon conjoint, il avait pris congé. S Tu sais, on était toutes là, mais il y avait Ouais. pas assez de personnel de soutien au bloc, donc ma chirurgie a été reportée. Puis ma chirurgienne est venue me voir, puis elle a dit: «Écoute, malheureusement, c'est souvent les chirurgies gynécologiques chez la femme Ouais. qui vont être reportées». Fait que là, j'ai porté plainte, la commissaire aux plaintes a Ouais. fait son processus, puis elle me dit: «Beh, tu sais, après vérification, ben, ça semble pas être plus fréquent». Tu sais, elle dit: «Ta plainte, elle fait pas partie d'un ensemble de plaintes». Fait que C'est ça. tu sais, mon constat, c'est que finalement, c'est arrivé à plein de femmes, mais qui se sont pas données comme le petit plus d'aller faire la Oui. démarche de plainte. Donc, c'est comme si ça passait sous le radar au final, mais tu sais, la chirurgienne était comme assez intransigeante sur le fait que c'est souvent elle qui se fait reporter alors qu'elle est disponible, elle est là. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon exemple que je pense qu'il faut que tout le monde mette un petit peu de sa contribution pour que la collectivité, finalement, en C'est bénéficie. c'est un super bon exemple, puis c'est vraiment ça, les commissaires travaillent avec les données qu'elles ont. Si elles ont pas les données de plainte, si elles ont pas elles peuvent pas le savoir. Fait que plus on va faire des plaintes, plus elles vont avoir les données, puis elles vont être en mesure de prendre des actions par rapport à ça. Puis par rapport aux violences obstétricales et gynécologiques, est-ce qu'on a d'autres recours si on juge qu'on a été victime? Est-ce que c'est les mêmes 4 recours, heu, que tu as Oui, nommés tantôt? Ouais. oui, c'est les mêmes 4 recours, puis par chance, je pense qu'il y a c'est pas parfait, mais je pense que même du côté des personnes qui reçoivent les plaintes, il y a de plus en plus de sensibilité à ces enjeux-là. Si on compare à il y a quelques années, c'était souvent un peu balayé du revers de la main en disant, heu, bah, c'est un manque de communication ou tu sais, il y avait un problème au niveau des personnalités, ça s'entendait pas bien. Mais là, de plus en plus, on voit que les à la fois les commissaires en déonto, ils semblent avoir une plus grande sensibilité à dire: «OK, il y a vraiment c'est pas juste un enjeu de communication, puis c'est pas juste un enjeu de relations interpersonnelles. Il y a vraiment des choses à faire sur le plan de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation pour que ça se passe mieux». Conclure, qu'est-ce que toi tu souhaites ou qu'est-ce qui s'en vient là en termes de droits de santé de la femme? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es pessimiste? Comment tu vois l'avenir, pour les Hem, droits en santé au Québec? c'est une bonne question. Hem
Mais je pense que je suis plutôt optimiste d'un point de vue de changement. Moi, ce qui m'inquiète toujours un peu, mais c'est la même chose à chaque fois qu'il est question des droits des femmes, c'est le backlash, tu sais, le fameux retour de vague. Je sais pas trop comment on le dit en français, mais donc, là, j'ai l'impression qu'on il y a comme une vague d'optimisme. J'ai l'impression qu'on est plus sensible à ces enjeux-là. Mon souci, c'est toujours de faire attention à l'espèce de retour d'ascenseur ou de qu'il y ait certaines franges de la population ou certaines personnes qui voient une espèce de prise de parole qui a pas de sens, des femmes, puis qui est c'est ça, ce backlash-là. On l'a vu avec la violence conjugale, on le voit avec la violence sexuelle, on le voit, tu sais, fait que de temps en temps, on les voit, fait que j'espère qu'on le vivra pas trop en droit de la santé, puis de la reproduction des femmes, puis des droits des femmes en santé, mais hem, c'est peut-être mon petit bémol, mais de façon générale, je suis optimiste. J'espère juste qu'on n'aura pas le petit backlash, plate à vivre un peu. Même chose pour moi, là, j'espère qu'on va continuer de progresser puis que vraiment on va avoir de plus en plus, des lois qui vont nous permettre de s'émanciper en tant que femmes puis d'être, capables d'avoir des droits en santé, là, qui vont optimiser notre qualité de vie aussi. Est-ce que tu peux juste répéter, là, si on veut aller voir c'est quoi tes Oui. recherches puis participer, là, c'est quoi le site où on peut aller voir, tes publications, puis Avec les études en cours? avec plaisir, il y a 2 sites, il y a justicevog.ca. Puis vous pouvez aussi aller voir, j'ai pas l'adresse, mais le projet Parole, P-A-R-O-L-E-S, qui est dirigé par ma collègue Sylvie Lévesque. Si vous tapez ça là, sur Google, vous allez trouver les pages, puis vous allez pouvoir trouver aussi les questionnaires, particulièrement si vous êtes professionnel de la santé, là. On s'adresse vraiment à eux ces temps-ci pour pouvoir voir comment eux vivent ces défis-là aussi. Puis la plupart ont d'excellentes intentions pour humaniser les soins, mais ils ont des défis dans l'organisation de leur travail, puis c'est ça qu'on veut documenter. Alors, allez remplir le questionnaire, ça va nous faire vraiment plaisir. Oui, puis je vais partager avec la communauté de pratique, là, des physio-périnéales, du Québec. Fait que je pense Merci. qu'il va y avoir, plein de professionnels intéressés à aller contribuer à ça. Fait que merci beaucoup Audrey, c'était super intéressant. Au plaisir de te reparler. Merci Isabelle, ça m'a fait vraiment plaisir.